Nous allons commencer, si vous le voulez bien. Donc, nous reprenons ce jour les travaux de notre commission d'enquête avec une audition de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme. Vous le savez, en raison notamment de la proportion importante de personnes n'ayant pas le français comme langue naturelle, l'illettrisme est davantage présent dans nos territoires que dans l'Hexagone. Je remercie vivement nos interlocuteurs. Alors, par ordre alphabétique, M. Christian Janin, président de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme. Bonjour, monsieur. Madame Cécile Jaffré, directrice générale de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Bonjour. Madame Julie Nardin, coordonnatrice des actions régionales de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme. Bonjour, madame, et merci d'être présente. Mesdames, Messieurs, je vous rappelle que notre commission d'enquête a été constituée à la demande du groupe communiste républicain citoyen écologiste et Kanaki. Elle a débuté ses travaux le 27 janvier dernier et ma collègue Evelyne Corbian-Amenzo en a la rapporteure. Nos auditions ont débuté le 12 février. L'objet de nos travaux est de comprendre la persistance, voire l'accroissement des inégalités dans les Outre-mer, notamment en matière de formation, d'emploi, de revenus, de partage de la richesse et de santé. Nous souhaitons saisir les causes profondes de ces inégalités économiques, sociales et sanitaires, à la fois entre les territoires ultramarins et la France hexagonale, mais aussi au sein des sociétés ultramarines. L'une des causes profondes des inégalités externes, et même internes en Outre-mer, semble liée à la formation des individus. La proportion des personnes en situation d'illettrisme en Outre-mer est 2,5 fois plus élevée que dans l'Hexagone. Il est essentiel pour nous de comprendre les causes de cette inégalité extrêmement forte. Or, l'illettrisme ainsi que l'illectronisme emportent des conséquences fortes en termes d'emploi et de pauvreté notamment. Un adulte en situation d'illectronisme aura davantage de difficultés pour accéder à ses droits sociaux, par exemple. Nous serions intéressés d'obtenir davantage d'analyses sur ce point. Des solutions pour remédier à l'illettrisme, adaptées à chaque territoire ultramarin, doivent pouvoir être apportées. Dans le cadre du plan interministériel de prévention et lutte contre l'illettrisme en Outre-mer, quelles sont les actions que vous comptez déployer? Plus largement, l'éducation nationale ainsi que les structures s'adressent aux adultes en situation d'illettrisme. Ont-elles les moyens de véritablement réduire le fléau de l'illettrisme en Outre-mer? Nous sommes évidemment très intéressés par vos propositions prioritaires de réforme, ainsi que votre retour sur des exemples d'initiatives ayant réussi et les raisons de leur succès. Je rappelle qu'un questionnaire indicatif vous a été transmis en amont afin de mieux cerner leurs premières interrogations. Alors, je souhaite maintenant vous rappeler que cette audition est diffusée en direct sur le site internet du Sénat. Je vous rappelle qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête serait passible des peines prévues aux articles 434-13, 434-14 et 434-15 du Code pénal. Monsieur Janin, je vous invite maintenant à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, et dire « je le jure ». Je le jure. Je vous remercie. Madame Jaffré, je vous invite à votre tour à prêter serment, dire toute la vérité, rien que la vérité, en levant la main droite et en disant « je le jure ». Je le jure. Je vous remercie, madame. J'en viens maintenant à madame Nardin. Je vous invite à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en levant la main droite et en disant « je le jure ». Je le jure. Je vous remercie. Alors, si vous le voulez bien, mesdames, messieurs, vous pourriez prévoir une brève présentation liminaire de 5 à 10 minutes maximum impérativement, après laquelle je céderai la parole à madame la rapporteure, puis à monsieur le commissaire pour vous poser des questions. Je vous cède maintenant la parole. Monsieur Janin veut commencer? Merci. Oui, je vais... Bonjour. Merci, madame la présidente. Merci à la commission de nous auditionner aujourd'hui. Donc 5-10 minutes, je vais le faire très court pour ma partie, puisque c'est principalement madame Jaffré et madame Nardin qui pourront vous faire une présentation très détaillée de la situation en Outre-mer.
Mais pour démarrer cette audition, peut-être quelques éléments à verser, à rappeler. L'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme est un groupement d'intérêt public qui a été créé en 2000 et qui rassemble aujourd'hui 25 organismes et institutions en 4 collèges, des ministères, 12 ministères, des collectivités territoriales avec principalement comme membres l'Association Région de France et l'Association des départements de France, des OPCO et un 4e collège représentant les organismes de formation d'emploi, France Travail, Certif Pro, l'AFPA. Donc ces différents organismes partagent ensemble au sein du groupement les chantiers sur lesquels ils considèrent qu'il est plus utile de travailler ensemble plutôt que de chacun mener ses opérations dans le coin, sachant que chacun, sur son propre champ, prend des initiatives. L'agence n'est pas une agence de moyens. Nous n'avons pas de crédit à distribuer, à mettre à disposition. Nous sommes une structure qui principalement vise à optimiser l'intervention des uns et des autres, à coordonner nos interventions autour de 3 axes principaux. La connaissance qualitative et quantitative du phénomène de l'illettrisme, la production d'outils et la mise à disposition d'outils à la disposition du public et des professionnels pour mieux repérer et résoudre les difficultés et accompagner ensuite l'ingénierie à mettre en place pour intervenir le plus efficacement possible par nos différents interlocuteurs nationaux et locaux. L'agence, donc, en tant que telle, est constituée de 35 salariés, dont un chargé de mission dans chaque région. Donc, nous disposons aujourd'hui, pour ce qui vous concerne, d'un chargé de mission de l'agence dans les 5 territoires ultramarins, la Réunion, la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe et Mayotte. Nous reviendrons tout à l'heure. Notre groupement n'a pas compétence sur les autres territoires d'outre-mer de l'article 74 de la Constitution. Donc, je vous propose, pour faire plus court, c'est de donner la parole à Cécile Jaffray, directrice de notre agence, qui va vous faire une présentation, une photographie de la situation telle que nous la voyons actuellement dans les Outre-mer. Merci Christian. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Effectivement, donc en complément de ce qui vient d'être indiqué par notre président, peut-être indiquer que depuis 2023, l'agence est dotée d'un observatoire de l'illettrisme et de l'électronisme, et que cet observatoire, donc, qui est animé par une statisticienne et un adjoint, nous permet effectivement d'avoir une vision améliorée, j'allais dire, d'un certain nombre de territoires, et comme l'indiquait Christian Janin, pas la totalité des territoires ultramarins, mais en tout cas sur certains, et notamment une enquête INSEE dont les résultats sont parus en 2024 et qui nous permet aujourd'hui d'aller plus loin dans la compréhension notamment des profils des personnes concernées, mais aussi d'une typologie des territoires sur les différentes régions. Donc, nous pourrons y revenir évidemment tout à l'heure, mais l'apport de cet observatoire me paraît important au moment où vous vous interrogez sur une connaissance plus fine de ce qui se passe sur les territoires. Et je pense que tout à l'heure, on aura l'occasion d'évoquer aussi la notion de facteur de risque d'illettrisme que nous allons mettre en évidence dans le cadre de travaux qui vont être rendus publics le 8 avril prochain. Donc ça, c'est une première notion que je voulais partager avec vous. Un deuxième élément en termes liminaires pour vous dire effectivement que nous partageons le constat que vous venez de faire tout à l'heure sur le fait que l'illettrisme, et en tout cas le défaut de maîtrise des compétences de base, parce que je pense que c'est bien comme ça qu'il faut qu'on le lise, c'est-à-dire lire, écrire, compter et utiliser le numérique de base, qui sont effectivement, j'allais dire, les compétences nécessaires pour fonctionner de façon autonome. Eh bien, effectivement, on constate bien une surreprésentation des difficultés sur un certain nombre de territoires ultramarins. Mais pour les territoires pour lesquels nous avons des chiffres, on constate quand même des disparités entre les territoires eux-mêmes qui méritent d'être soulignés, puisque tous les territoires n'ont pas
connu la même évolution notamment, et l'ampleur n'est pas tout à fait la même. Donc on vous présentera ces chiffres si vous le souhaitez tout à l'heure. Le dernier élément que je voulais partager en termes de propos liminaires, c'était de vous dire que parmi les expérimentations et parmi les outils qui sont aujourd'hui portés par la NLCI, un certain nombre trouvent à se développer tout particulièrement en territoire ultramarin. Je pense notamment à une expérimentation qui s'appelle Familir. Nous arrivons dans la 3e année de cette expérimentation, la dernière année d'expérimentation. Et c'est une expérimentation qui fonctionne très bien à La Réunion, en Guyane et à Mayotte, et qui permet d'accompagner de jeunes adultes, donc essentiellement de jeunes femmes d'ailleurs, qui sont devenues mères et qui, au moment de l'entrée en scolarité de leur enfant, sont intéressées par s'engager dans un processus de formation autour des enjeux de parentalité. Et dans le cadre de ce processus, on les accompagne aussi sur une montée en compétences par rapport à leurs compétences de base. Et les premiers éléments qu'on peut tirer de ces 2 premières années d'expérimentation sont très intéressants, puisqu'ils permettent de constater un véritable changement de posture, à la fois dans le cadre de la cellule familiale, je pense notamment à des témoignages autour de la baisse des violences intrafamiliales, mais aussi une volonté qui débouche de ce programme, qui est une volonté d'insertion professionnelle et de formation de ces jeunes adultes, ce qui n'était pas nécessairement le point d'entrée, j'allais dire, de ce programme. Donc, on voit effectivement l'importance d'avoir des programmes qui soient ouverts et décloisonnés et qui permettent de répondre à l'ensemble des enjeux et des besoins d'une population. Quand on parle d'illettrisme, on parle de personnes qui ont terminé leur scolarité, et qui sont malgré tout en difficulté dans le cadre de leur vie quotidienne pour lire, écrire, compter, et donc pour être autonome. Et on ne parle effectivement pas des enfants qui sont, eux, dans un cursus d'apprentissage. Pour autant, il est bien évident que la question de la scolarité, alors qui relève de l'éducation nationale et pas de la NLCI, eh bien cette question de la prévention de l'illettrisme, elle a complètement sens, en particulier par rapport à la question de la reproduction des inégalités que vous soulignez en introduction, et qui est effectivement un cercle qu'il s'agit là de rompre. Voilà. Donc, je voulais citer Familir, mais évidemment, il y a bien d'autres programmes ou outillages que nous pourrons évoquer en fonction de vos questions. Merci. Nous passons la parole maintenant à Madame Nardin, si vous le voulez bien, pour les propos liminaires. Merci Madame la Présidente. Non, j'ai rien à rajouter à ce que viennent de dire la directrice et le président. Je vous remercie. Donc, s'il n'y a rien à rajouter, je vais passer la parole à Madame la rapporteure pour les questions. Merci Madame la Présidente. Merci pour vos propos liminaires, pour vos exposés. Excusez-moi pour les petits désagréments de santé. Je voulais redire ici, comme l'a fait Madame la Présidente, l'importance que peut avoir la scolarité, la réussite, l'apprentissage des compétences clés en matière de réussite sociale, de réussite professionnelle et d'insertion. Et sur le sujet qui nous intéresse, à savoir les inégalités systémiques en Outre-mer, eh bien, l'illettrisme est un sujet central, puisqu'il est un des indicateurs sur lesquels nous fondons notre idée que les inégalités en Outre-mer sont systémiques, puisqu'elles se reproduisent et bien souvent elles sont transmises d'une génération à une autre. L'idée, c'est de faire le point avec vous, en tant qu'expert de ce sujet, pour avoir les éléments qui vont nous permettre d'avancer sur ce sujet et enrayer cette dynamique de reproduction des inégalités. Moi, je voulais revenir simplement sur les chiffres qui nous disent donc qu'il y a des disparités importantes entre les territoires ultramarins. Concernant les difficultés face à l'écrit, 41% des adultes sont en difficulté face à l'écrit en Guyane, 61% à Mayotte, 17% à La Réunion, 16% en Guadeloupe et 13% en Martinique. Comment est-ce que vous expliquez donc de telles différences entre les territoires d'outre-mer, y compris entre la Martinique et La Réunion? Et j'ai une deuxième question.
puisque vous nous avez décrit rapidement le dispositif familier. Mais compte tenu des enjeux qui sont en présence, et finalement au manque d'ambition et au manque de moyens, compte tenu des retards immenses qui sont constatés en Outre-mer, est-ce que vous considérez que finalement il y a un véritable pilotage interministériel ou simplement un saupoudrage, et quelle place peuvent prendre dans cette lutte contre l'illettrisme les collectivités territoriales qui, elles, sont véritablement au plus proche finalement des personnes dont on parle, vulnérables et isolées. Merci. Alors, c'est peut-être moi qui vais prendre les premiers éléments de réponse par rapport à votre interrogation. Donc, concernant les chiffres, peut-être déjà vous indiquer que sur la partie véritablement chiffres, nous, côté agence, et donc c'est les éléments qu'on vous partagera tout à l'heure, puisque là, on ne peut pas partager notre tableau, là. Mais effectivement, on vous les adressera. Dans le cadre des travaux menés par l'Observatoire, ce qu'on relève, c'est effectivement que côté Hexagone, on dit un adulte sur 10 est en difficulté avec au moins une des compétences de base, hein, donc 10%. Quand on regarde les territoires ultramarins, pour le même périmètre, c'est-à-dire toute personne qui a eu une partie de sa scolarité en français et qui est désormais adulte, ce nombre, ce taux d'adultes en difficulté importante avec au moins une compétence de base est de 38% à Mayotte, 19% en Guadeloupe, 22% en Martinique, 26% à La Réunion et 33% en Guyane. Donc, je me permets de vous donner ces chiffres qui sont complémentaires par rapport à ceux que vous nous avez indiqués, puisque pour le coup, ils émanent d'une enquête qui a été donc rendue publique par l'INSEE en 2024, mais qui a pu être réexaminée avec un prisme qui est un petit peu plus large que celui de l'illettrisme strict, mais qui nous permet d'embrasser, nous semble-t-il, de façon plus juste le pourcentage d'adultes en difficulté dans leur autonomie du quotidien, puisque voilà, des difficultés importantes en numératie emportent également des conséquences sur le quotidien des adultes. Donc, vous le constatez, il y a effectivement des disparités que vous pointiez, Madame la rapporteure, donc effectivement, mais qui sont un peu aussi moins nettes quand on prend ce chiffre-là qu'avec le chiffre stricto sensu de l'illettrisme, qui nous permettent quand même de pointer que la Guyane et Mayotte sont les 2 territoires parmi les 5, et encore une fois, nous n'avons pas de chiffres pour les autres territoires, mais sont effectivement les 2 territoires les plus concernés. Et si on regarde un autre chiffre qui est celui de la répartition entre illettrisme, allophonie et analphabétisme pour les adultes en difficulté à l'écrit, on va retrouver là aussi à Mayotte, par exemple, sur l'ensemble des adultes en difficulté avec l'écrit, 19% vont relever de l'illettrisme, 34% de l'allophonie et 43% de l'analphabétisme. Alors que si je prends par exemple la question de la Réunion, par exemple, sur les adultes en difficulté avec l'écrit à la Réunion, on va trouver 70% en situation d'illettrisme, 5% en situation d'allophonie et 6% en situation d'analphabétisme. Vous voyez qu'on n'est pas tout à fait sur le même vécu social et le même vécu culturel au sein de chacun de ces territoires. Alors, je pourrais vous donner les autres, vous les aurez sur le tableau, mais je ne voudrais pas vous abreuver de chiffres non plus. Mais c'était juste pour vous pointer cette notion, effectivement, de le territoire lui-même, évidemment, l'histoire du territoire et l'histoire migratoire du territoire colore nécessairement la question des difficultés et de leur répartition. Voilà, donc ça c'était un premier élément par rapport aux chiffres. Si l'on regarde maintenant, et j'en terminerai là, c'est promis, avec les chiffres, mais les chiffres de la journée défense et citoyenneté, donc j'allais dire que ce que je viens d'évoquer, c'est plutôt la situation globale des adultes sur l'ensemble du territoire concerné. Et puis là, on va prendre, j'allais dire, le flux, c'est-à-dire une génération des 17 ans qui passe, tous les jeunes Français passent donc ce test de la journée défense et citoyenneté. Eh bien, là, on a des chiffres aussi qui nous permettent de voir que l'Hexagone, on est à peu près à 10,5% de jeunes Français en difficulté de lecture, puisque ce test ne porte que sur la lecture et la compréhension de l'écrit. Il n'y a pas de production écrite dans le test de la JDC.
Vous nous demandiez dans les questions qui nous avaient été transmises de comparer avec des départements hexagonaux concernés. Donc, j'ai pris le département de l'Aisne, par exemple, hein, qui est un département de la région des Hauts-de-France qui est concerné. Donc, l'Hexagone, je vous ai dit 10,5%, l'Aisne, c'est 16%. Et puis, si on regarde là les territoires ultramarins, eh bien, Mayotte, c'est 58% des jeunes qui sont en difficulté de lecture à 17 ans. La Guadeloupe, 31, la Martinique, 32. Donc, vous voyez, ça se tient un petit peu. Donc, là aussi, ça me permet de dire qu'il y a peut-être moins de différence qu'on ne le perçoit entre les deux territoires des Antilles françaises. La Réunion, 30% et la Guyane, 52%. Donc, je ne peux que rejoindre ce qui était évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire que non seulement c'est un sujet important pour les adultes, mais c'est un sujet toujours important chez les jeunes qui entrent dans leur vie d'adulte en Outre-mer et que les résultats de ce test nous amènent évidemment à avoir une vision, et je continuerai par rapport à votre deuxième question, une nécessité d'action véritablement systémique de lutte. Ce qui signifie que, évidemment, il y a quelque chose à travailler sur eh bien, l'accès à l'école, les modalités d'enseignement, etc. Mais ça, pour tout dire, ça relève plutôt de l'Éducation nationale que de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, hein, puisque nous, notre action est plutôt centrée autour des adultes. Mais on voit bien que si on veut entrer vraiment sur une action efficace et massive, même si on agissait sur l'école, on ne peut pas agir que sur l'école et il faut véritablement que les modalités d'accès à la deuxième chance d'apprentissage à l'âge adulte soient opérationnelles sur l'ensemble des territoires et soient efficaces pour l'ensemble des besoins des personnes. Je m'explique. Quand effectivement on a des personnes jeunes qui entrent sur le marché du travail, elles ont une typologie de besoins. Si elles sont en difficulté sur le lire, écrire, compter, les réponses qu'on va pouvoir proposer vont être nécessairement orientées vers la mobilité, la capacité à s'insérer professionnellement, l'apprentissage, mais aussi le permis de conduire, un certain nombre d'éléments de cette nature. Plus tard, dans la vie d'adulte, c'est la question de la parentalité qui va très certainement être un levier efficace. Ensuite, on peut avoir d'autres leviers efficaces à d'autres moments de la vie autour de la perte d'emploi, par exemple, retrouver un emploi et se reconvertir, ou encore être maintenu dans son emploi quand on a des difficultés de santé et qu'on était sur un poste très physique. Donc, on voit que les types d'offres en réponse qui vont devoir être présents sur le territoire, ça va devoir être adapté par rapport à l'ensemble de ces besoins-là. Et donc, par rapport à l'action des pouvoirs publics, mais aussi que ce soit des services de l'État ou des collectivités, on voit bien que c'est une action concertée et systémique qui est importante. De la même façon, on voit effectivement que parfois on veut repérer les personnes. Donc, il y a des outils de repérage, l'agence en porte un service public numérique qui s'appelle EVA. Mais effectivement, si on repère les personnes mais qu'on n'a pas de solution à leur proposer ensuite, en fait, on stigmatise finalement plus qu'on accompagne, puisqu'effectivement, on n'arrive pas à proposer des choses. Et c'est le cas sur certains territoires où on est en difficulté, soit sur certains bassins de vie, soit même sur certains territoires, par rapport à une typologie de population. Alors, à certains endroits, ça va être pour les demandeurs d'emploi où on aura plus de difficultés à proposer des choses. À d'autres endroits, c'est plutôt pour les salariés. À d'autres endroits encore, c'est plutôt pour les jeunes, etc., etc. Or, effectivement, pour qu'on soit efficace, il faut bien sûr agir au moment de l'entrée à l'école et des acquisitions fondamentales, mais il faut aussi accepter l'idée qu'il puisse y avoir des temps de réapprentissage à l'âge adulte. Et dans ce cadre-là, il faut que soit en place un système sur le territoire qui permette d'avoir une bonne sensibilité à ce sujet. C'est généralement le cas sur les territoires ultramarins, plus qu'en hexagone. Un repérage efficace et bienveillant, donc c'est ce que permet EVA avec la valorisation des compétences transverses, une véritable professionnalisation des acteurs sur le territoire qui vont être capables d'accompagner les personnes. Et on voit l'émergence de diplômes universitaires, notamment à La Réunion et en Guadeloupe, ce qui n'existait pas, et on espère bien que tous les territoires ultramarins s'en doteront. Et puis la dernière chose, il faut avoir une offre de formation, comme je l'indiquais, adaptée aux différents besoins, donc aux différents niveaux, à la fois des personnes qui ont davantage besoin de renforcer des compétences qui sont là, et d'autres qui ont véritablement besoin de remobiliser des compétences qu'ils ont eu du mal à ancrer au moment de la scolarisation. Donc, en conclusion sur ce point, simplement, dire que
c'est pas nécessairement qu'il y a du saupoudrage, c'est peut-être que dans un certain nombre de cas, on manque d'une vision globale d'action qui permettrait d'avoir des résultats certainement plus probants. Le plan interministériel outre-mer qui a été signé ces derniers mois est un premier pas, j'allais dire, en ce sens, puisque là, on a une véritable articulation. Et on voit aussi qu'on a certains territoires, je pense à Mayotte en particulier, qui se sont dotés de plans de lutte contre l'illettrisme, où les collectivités, les services de l'État et les acteurs du monde de l'entreprise se mettent ensemble pour produire des actions et avoir une vision un peu globale des choses. Et c'est très certainement ce vers quoi il faut tendre, c'est-à-dire avoir une vision, à agir sur l'ensemble des leviers en même temps pour être efficace. Des questions? Merci, merci pour vos réponses, très claires et très exhaustives en même temps, même si vous nous dites que vous ne nous avez pas donné tous les chiffres. Ceux que vous nous avez donnés déjà là sont très éclairants. Vous parliez des modalités d'enseignement. On constate bien dans les chiffres qu'il y a effectivement un réel décrochage entre l'Hexagone et les Outre-mer, en tout cas ceux pour lesquels vous avez des chiffres. Et on constate que l'illettrisme, le taux d'illettrisme est constant aussi. Ce sont des chiffres qui ne baissent pas malgré les politiques qui sont mises en œuvre, puisque chaque année nous avons des décrocheurs scolaires et nous avons des jeunes qui quittent le système scolaire sans avoir acquis les compétences clés leur permettant de s'insérer plus facilement dans la société, pas seulement au niveau professionnel, mais dans la société de façon générale. Comment est-ce que vous considérez que les modalités d'enseignement, que l'école est adaptée au public qu'elle accueille sur les bancs de l'école dès la maternelle, puisque dans les chiffres que vous nous avez donnés précédemment, vous croisez illettrisme, allophonie et analphabétisme. Donc la question de la langue, elle est centrale. Et selon vous, est-ce que l'école telle qu'elle existe actuellement dans les territoires ultramarins prend suffisamment en compte la question de la langue maternelle qui peut ne pas être le français, et est-ce que les jeunes, les petits, entrent véritablement dans les apprentissages de façon correcte par rapport à cette spécificité territoriale qui se décline de façon différente. Et quand on regarde les chiffres pour la Guyane, où là on est à 52%, on voit bien qu'il y a un vrai sujet sur la maîtrise des compétences clés qui n'est pas faite, qui ne se fait pas comme on voudrait qu'elle se fasse en Outre-mer. Merci. Alors, peut-être, si vous me le permettez, je voudrais quand même pointer le fait qu'on a quand même plutôt une tendance à la baisse sur l'illettrisme, puisqu'en fait, il y a 3 enquêtes nationales illettrisme, une en 2004, une en 2011, une en 2023 qui est parue en 2024. Et quand même, mis à part en Guyane, les chiffres tendent à baisser. Je vous donne juste deux illustrations. En Guadeloupe, en 2011, on mesurait à 20%, on mesure en 2024 à 9%. Donc, c'est quand même, voilà, ça va dans le bon sens. À La Réunion, on est passé de 21 à 12. Donc, on est quand même plutôt sur une tendance à la baisse. Alors, je vais tout de suite nuancer ce que je viens de vous dire pour vous indiquer. Donc, en Guyane, c'est stable, autour de 20-22%. La raison de cette baisse, malheureusement, est sans doute moins liée à la sortie de l'illettrisme d'un certain nombre de personnes adultes à la population et à la pyramide des âges, qui fait qu'on sait que, a priori, plus on est âgé, plus le risque d'illettrisme est fort. Et donc, effectivement, comme les enquêtes s'arrêtent à 64 ans, bon, il y a eu une bascule, voilà. Donc, mais bon, voilà, je voulais juste quand même pointer le fait que quand on regarde les chiffres en valeur absolue, on a quand même une tendance à la baisse entre les 3 enquêtes de 2004, 2011 et 2023. Donc ça, c'est un élément.
Concernant la scolarisation des enfants, alors encore une fois, nous ne sommes pas là dans le secteur d'expertise de l'agence, c'est-à-dire que nous n'avons pas le JIP-ANLCI, quand il a été fondé en 2000, n'avait pas pour objet d'intervenir sur la pédagogie, mais plutôt sur une proposition andragogique, donc vraiment destinée aux adultes, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on propose à des personnes dont on constate qu'à la fin de la scolarité obligatoire, ils n'ont effectivement pas la maîtrise suffisante. Donc, vous voyez, on est moins dans l'analyse des causes, qui n'appartient pas à l'agence, on est plutôt dans l'action de remédiation par rapport aux adultes. Pour autant, peut-être 2 petits points, pour alimenter le débat, mais encore une fois, sans être conclusif, sur ce sujet. C'est de dire que, il faut faire attention à ce que, nous comparions bien une offre de scolarisation comparable. Ce qu'on constate dans certains territoires ultramarins, c'est que l'accès à l'école n'est pas équivalent à celui qu'on peut connaître, par exemple, dans une région hexagonale. Je pense notamment à la disponibilité des bâtiments scolaires, à la question des enseignants et à la question des manuels scolaires. Donc, ces points sont d'ailleurs repris dans le plan interministériel Outre-mer, qui a été signé là, en fin d'année dernière, avec notamment des efforts substantiels autour des manuels, voilà. On sait que dans certaines régions, par exemple, on a une scolarisation des enfants en demi-journée avec une alternance matin-après-midi de 2 groupes d'élèves pour permettre à tout le monde, voilà. C'est pas tout à fait la même scolarité que quand on est, dans une école toute la journée, toute l'année, sans difficulté climatique, etc. Donc il faut quand même avoir ça en tête, c'est-à-dire que je pense que la modalité de scolarisation n'est pas tout à fait la même. Et le deuxième point, alors pas partout, c'est variable d'un territoire à l'autre. Là encore, on ne peut pas vraiment comparer la Réunion avec Mayotte, par exemple. Il y a des choses qui sont quand même des réalités de vie qui sont quand même différentes. Et la deuxième chose, c'est peut-être aussi de pointer le fait que, évidemment, il y a d'autres langues parlées simultanément sur un certain nombre de territoires par rapport au français, et que là encore, comparer en fait un territoire sur lequel le français est la langue qui est à la fois la langue de scolarisation, mais aussi la langue parlée au domicile, parlée dans la cour de récréation, parlée au travail, parlée pour faire ses courses, par rapport à un certain nombre de territoires où finalement le français n'est que la langue qu'on parle dans la classe, mais pas en dehors de la classe, nécessairement la question du bilingagier et donc de l'usage n'est pas tout à fait la même. Il y a peut-être aussi des endroits où on peut être autonome sans avoir une bonne maîtrise du français à l'écrit, ce qui n'est pas le cas pour la plupart des autres régions. Donc voilà, ça c'est des points, en tout cas, des éléments de réflexion, mais en tout cas, il n'y a pas de travaux menés par l'agence sur la question de la causalité et de la qualité ou des améliorations à avoir sur la question de la scolarisation, puisque ce n'est pas notre champ de compétences. Je sais pas, il y a une question non Concon non. Je voulais effectivement aborder une question, c'est le financement de la lutte contre l'illettrisme. Évidemment, comme vous l'avez dit, à l'école, une partie importante repose sur l'éducation nationale. Mais moi, j'ai vécu dans mon département un petit peu une querelle de chapelle qui a fait disparaître une association de lutte contre l'illettrisme parce qu'il y avait le département au titre de ses compétences sociales et la région au titre de la formation, et la région s'est désengagée. Donc là, il n'y avait plus la possibilité de faire. Alors, si ça se produit dans l'Hexagone, est-ce que c'est un cas isolé ou est-ce qu'on retrouve des cas de collectivité, notamment dans les Outre-mer, en complément de ce que peut faire l'État, le financement à l'État pour l'école, proprement dit, l'école obligatoire? Merci. Alors, il y avait Julie qui voulait intervenir. Je réponds peut-être à monsieur et puis tu complètes après, Julie, ça te va? Très bien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, j'allais dire, chaque acteur public a une forme de responsabilité. J'allais dire, c'est à la fois ce qui est intéressant et ce qui est complexe dans la situation de la lutte contre l'illettrisme, c'est que finalement, si on réfléchit insertion sociale, on pense plutôt au département. Si on réfléchit cohésion sociale, on pense plutôt département ou voire État. La formation professionnelle et de la compétence de la région. Et puis sur la question de l'école, les différents degrés de scolarité sont aussi financés et pilotés par différents acteurs. Donc
j'allais dire, c'est la question de tout le monde. La vraie difficulté, c'est qu'il faut faire bien attention à ce que ça ne devienne pas la question de personne, vous voyez? Parce qu'effectivement, chacun a son rôle à jouer et à son niveau. Alors sur la question de la scolarité concrètement, pour répondre à votre question, je n'ai pas d'exemple en tête de désengagement ou de réengagement d'un département et d'une région. Par contre, sur la question de la formation des adultes, c'est vraiment une question qui est complètement dans notre actualité. Nous avons des territoires, y compris en Hexagone, où à un moment donné, la question du portage des actions de formation professionnelle pour les adultes, qui est normalement de la compétence de la région, sont plus ou moins prises en charge par les régions et éventuellement par subsidiarité, on peut avoir des financements qui sont repris par l'État, voire par France Travail sur délégation de l'État, voire par certains départements qui mettent en place un certain nombre, par exemple, ce qu'on appelle nous des ateliers première marche, c'est-à-dire des formations pour les personnes les plus éloignées, les ARSA, les BRSA. Donc, on peut avoir effectivement l'ensemble de ça. Mais comme je vous le disais, en fait, voilà, la difficulté, c'est il peut y avoir j'allais dire des querelles de périmètre, ça peut se trouver, mais finalement sur la question de la lutte contre l'illettrisme, ça ne devrait pas se poser puisque en fait, si on s'en tient même strictement au périmètre fixé par la loi par rapport aux compétences des uns et des autres, tout le monde a véritablement son rôle à jouer par rapport à la lutte contre l'illettrisme, s'agissant des enfants comme des adultes. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. J'aurais voulu savoir, est-ce qu'il manque de formateurs sur les territoires par rapport à l'Hexagone et comment sont formés les formateurs, voilà, en fait aussi. Quelle est la qualification, en fait, voulue? Je vais vous répondre, bien sûr, c'est une question très intéressante. Je vois juste que Julie Nardin avait souhaité intervenir, je voudrais la laisser compléter sur le point précédent avant qu'on change de sujet. Oui, merci Cécile. Non, je ne peux qu'abonder sur ce que tu viens de dire sur la nécessaire cohérence des différents acteurs publics pour lutter contre l'illettrisme. Simplement, par rapport à la question même d'avant, j'avais peut-être un petit point à faire en exergue sur le sujet du comparatif entre situation d'illettrisme, situation de personnes allophones et analphabétisme. Quand vous aurez les chiffres, vous verrez, ce qui est assez intéressant dans les chiffres, c'est que donc sur une population adulte en difficulté avec l'écrit, on se rend compte que les différences entre les 5 départements d'outre-mer s'interprètent dans les chiffres, à savoir que dans les départements Guadeloupe, Martinique et La Réunion, dans lesquels on identifie moins d'adultes en difficulté importante avec les compétences de base, c'est-à-dire que en proportion, la population de personnes en situation de difficulté est moindre qu'à Mayotte et en Guyane, eh bien, parmi ces personnes-là, la proportion de personnes en situation d'illettrisme est beaucoup plus importante que la proportion d'allophones ou de personnes en situation d'analphabétisme. Et c'est le contraire à Mayotte et en Guyane, où on se rend compte qu'il y a beaucoup moins de personnes en situation d'illettrisme, en proportion, et plus d'allophones et plus de personnes en situation d'analphabétisme. Ça me semble important parce que ça rejoint un peu votre question sur l'école. Qui dit analphabétisme dit que les personnes n'ont pas été scolarisées en France, puisque l'éducation étant obligatoire et la scolarité étant obligatoire en France jusqu'à 16 ans, toute personne en situation d'analphabétisme, c'est des personnes qui ne sont pas allées à l'école, donc des personnes qui n'étaient pas en France et qui n'ont pas été scolarisées en France. Et voilà, cette proportion-là de personnes en état d'analphabétisme, on voit que plus elle est importante, et plus le taux d'adultes en difficulté avec les compétences de base est important. Et il me semble, enfin, je parle évidemment sous réserve de ce que pourrait rajouter Cécile Jaffray, qui est bien plus à l'aise avec ces chiffres, mais tout de même, il me semble que c'est un point intéressant parce que ça montre, s'il était besoin de le faire, mais je pense que c'est nécessaire dans certains territoires, ça montre à quel point il est absolument nécessaire d'adapter le plus possible la réponse à la fois du système scolaire et du système de formation pour les adultes. C'est-à-dire que plus la solution
de formation ou d'éducation sera adapté au profil des personnes concernées, et plus ça sera efficace, et plus on aura de chances d'aider ces personnes à sortir de leurs difficultés. Et je crois que c'est vraiment un point. Alors, pour ne rien vous cacher, moi, je suis très récente dans l'agence, mais j'ai la chance d'accompagner et d'appuyer les chargés de mission régionaux, y compris nos 5 collègues qui sont dans les 5 départements en question. Et c'est un point vraiment important sur lequel ils insistent beaucoup, sur le fait que c'est nécessaire d'avoir, et vous avez raison, des formateurs formés, et aussi, très important, des solutions qui sont vraiment adaptées au territoire, adaptées aux situations, adaptées au type de difficulté des personnes. Et voilà, et je crois que c'est tout l'intérêt des chiffres que de nous amener à faire ce type de distinguo. Donc c'était Merci. juste cette petite précision sur ces chiffres-là, et ça t'ouvre la voie, Cécile, pour répondre sur la question Voilà. des formateurs et de la formation de formateurs. Oui, effectivement, la question des professionnels formés, hein, je vous le disais tout à l'heure, voilà, il faut bien agir sur tous les leviers en même temps. Donc, la professionnalisation, c'est effectivement un des axes forts. Et pour le coup, effectivement, on pêche un peu. Alors, on pêche aussi parfois en hexagone, hein, c'est pas spécifique à l'outre-mer, mais j'allais dire que les conséquences sont peut-être encore plus importantes en outre-mer au vu de la situation de départ. 3 points par rapport à la formation des professionnels. Premier point, ce qu'on constate, hein, il y a eu un état des lieux de la professionnalisation autour du champ, hein, de l'accompagnement des personnes en situation d'illettrisme qui a été fait par l'agence en 2023 et qu'on vient de remettre à jour en 2025. Ce qu'on constate, c'est que plus de la moitié des actions de professionnalisation sont portées par des centres ressources illettrisme analphabétisme, les CRIA. Or, aussi surprenant que ça puisse paraître, des centres ressources en outre-mer, on en a donc un en Martinique, porté par la GEFMA, donc le CARIFOREF. On en a un qui est en train de se monter en Guadeloupe, puisque le recrutement de la personne qui va piloter ce centre ressources est en cours. Donc, il devrait y en avoir un, mais pour l'instant, il n'y en a pas non plus en Guadeloupe. Il n'y en a pas à La Réunion. Il n'y en a pas en Guyane. Et il y en a un à Mayotte, là aussi porté par le CARIF, hein, c'est la plateforme de la PLIA. Donc ça, c'est déjà fondamental. C'est-à-dire que si le principal acteur de professionnalisation n'est déjà pas installé, ben voilà, en fait, la question de la professionnalisation derrière, elle est de toute façon moins tenue, moins logique et moins portée. Donc ça, c'est déjà une priorité. Donc ça fait partie des mesures du SIOM d'implanter des centres ressources illettrisme dans chacun des territoires ultramarins. L'agence y travaille beaucoup, sur celui de Guadeloupe. On a participé très activement à la préfiguration. On espère vraiment que le plan interministériel va permettre l'installation de centres ressources dans tous les territoires. Donc, ce sera un point d'appui très important pour l'ensemble des professionnels qui souhaitent se former et donc être davantage ensuite en capacité d'accompagner les adultes concernés. Donc ça, c'est vraiment la première chose et je pense que c'est vraiment le point le plus fondamental. La deuxième chose, c'est de dire que la professionnalisation des acteurs, elle dépend aussi de la pérennité des organismes de formation qui les emploient. Or, on constate, j'allais dire, les hauts et les bas du financement des offres de formation sur les territoires, dont je vous disais tout à l'heure que c'était quand même relativement inégal. Eh bien, ça a des conséquences sur la survie à 5 ans ou à 10 ans de certains organismes qui avaient des formateurs compétents et formés. Mais effectivement, le fait d'avoir des financements qui s'en vont et qui s'en viennent fait qu'un certain nombre de ces organismes ont fermé, que d'autres ont réduit leur effectif et d'autres encore sont en fait un peu en incertitude sur la suite. Ça n'est pas de nature à faciliter la pérennité de l'offre et donc la stabilité de la compétence des formateurs et encore moins à créer des vocations pour des formateurs de s'engager, se former et se professionnaliser sur ces sujets. C'est le deuxième point. Le troisième et dernier point sur ce sujet-là, c'est la question de la qualification, de la certification. Et nous avons un déficit, pour le coup France entière, de qualification spécifique par rapport au sujet de l'illettrisme. Autant il y a eu un développement relativement important et souhaitable des masters, des diplômes autour du français langue étrangère,
autant la question des DU sur le sujet de l'illettrisme, ou en tout cas qui embarque aussi le sujet de l'illettrisme, parce qu'on peut tout à fait avoir des diplômes universitaires qui soient plus ouverts, eh bien, c'est un vrai sujet. Donc, je vous le disais, grâce à l'initiative de l'INSPE Guadeloupe et de la chargée de mission régionale à NLCI, on a donc depuis 2 ans maintenant un DU en Guadeloupe, donc qui a fait le plein encore cette année. La première promotion a été diplômée en décembre dernier et c'est une nouvelle promotion qui a commencé son cursus en janvier. Et on a donc en septembre prochain en janvier dernier, l'ouverture du DU à La Réunion, portée par Lilette, Madame Jasmine Dijoux. Donc, s'il y a des Réunionnais parmi vous, ils la connaissent probablement, qui fait un travail remarquable et qui a pu lancer ce DU. Évidemment, là aussi, il serait éminemment important d'avoir des diplômes universitaires qui permettent de continuer à alimenter en compétences les autres territoires. Et donc là, il faut maintenant enclencher le travail à la fois à Mayotte. Donc, je serai à Mayotte dans 3 semaines et je vais en profiter pour aller rencontrer justement le doyen de l'université pour qu'on puisse échanger sur ce sujet. Peut-être que le diplôme universitaire de Guadeloupe pourrait un jour s'exporter en Martinique et puis faire peut-être une année chez les uns, une année chez les autres. Moi, je pense que ça pourrait être une bonne solution. Et puis, il restera évidemment la Guyane, où là, il faut effectivement qu'on y travaille. Donc, vous voyez, une offre de professionnalisation dont on voit bien ce qu'elle devrait être, mais qui aujourd'hui, très clairement, n'est pas au niveau des besoins des territoires. Oui, moi j'ai une question. Merci, merci pour vos réponses, Madame Jaffray, et Madame Nardin également pour l'explication avec les chiffres que vous nous avez faites. Moi, à part le dispositif Familiar, quels sont les dispositifs qui sont soutenus par l'agence et qui fonctionnent, qui ont pu fonctionner pour lutter contre l'illettrisme, et pourquoi, selon vous, ils ont pu mieux donner du résultat. Et j'ai une autre question, où là, on rejoint le même sujet que tout à l'heure, puisque vous parliez de français langue étrangère. Moi, je maintiens, dans le cadre de cette commission d'enquête, qu'on ne peut pas nous répondre que la solution pour lutter contre l'illettrisme dans les territoires ultramarins qui sont des terres de France depuis plusieurs siècles, où les populations sont françaises depuis plusieurs générations, on ne peut pas nous répondre que la réponse à la problématique de l'illettrisme serait le dispositif français langue étrangère. Le français n'est pas une langue étrangère pour ces populations. Pour nous, le français est une langue, mais il n'est pas notre langue maternelle. Et je pense que c'est en cela que le paradigme doit véritablement changer, puisque enseigner à des jeunes ou à des adultes dans une langue qu'ils ne maîtrisent pas, c'est aller droit dans le mur. Donc, comment est-ce qu'on pourrait renforcer ces enseignements dans les langues régionales et finalement leur apporter la maîtrise des compétences clés dans la langue qu'ils maîtrisent le mieux et la transférer ensuite dans une langue qu'ils auront de fait, à travers les apprentissages, appris à manipuler. Parce que finalement, ce décrochage avec la langue officielle, c'est ce qui génère un décrochage social, une difficulté dans l'insertion professionnelle, et ce qui induit les difficultés d'accès à l'emploi et également la pauvreté. On en parlait encore ce matin avec la déléguée interministérielle de la lutte contre la pauvreté. J'ai encore une question. Selon vous, au niveau interministériel, est-ce que des moyens sont prévus, des moyens supplémentaires, je veux dire, prévus par les ministères pour traiter ce drame systémique de l'illettrisme dans les Outre-mer? Est-ce que vous pourriez, s'ils existent, les quantifier, les expliquer un peu? Parce que il me semble qu'avec des taux pareils, on ne peut pas se contenter de reproduire simplement ce qui a marché. Il est peut-être temps d'aller vers de l'innovation. En tout cas, c'est ce qu'on se propose de relayer, si c'est le genre de message que vous souhaitez relayer grâce à cette commission d'enquête. Merci.
Merci. Alors, 3 questions assez différentes. Si vous le voulez bien, je terminerai par les outils. Je vais peut-être vous dire un mot sur la question du multilinguisme ou plurilinguisme. J'imagine bien que votre commission a aussi étendu son travail à des universitaires ou des chercheurs. Je me permets peut-être juste de vous en citer 4 dont j'ai eu l'occasion d'entendre les travaux et qui recoupent complètement ce que vous disiez, Madame la rapporteure. Alors, j'évoquais tout à l'heure Jasmine Dijoux de Lillette à La Réunion qui mène des travaux très intéressants. Voilà. Je pense à Frédéric Ancio à la Guadeloupe qui est aussi membre de notre conseil scientifique au sein de l'agence sur ce sujet du plurilinguisme. Frédéric Ancio, ANCI-AUX. Je pense aussi à Sophie Albi, ALBY, en Guyane. Sophie Albi qui a réalisé un travail justement sur les classes dans lesquelles on enseigne à la fois dans une autre langue et en français. Qui avait rendu compte de ses travaux devant le Conseil scientifique de l'éducation nationale. J'avais eu l'occasion d'entendre sa restitution et c'était tout à fait passionnant. Et puis enfin, Nathalie Auger, qui est à Montpellier et qui travaille aussi sur ces sujets. Et ses travaux permettaient notamment de montrer que quand on travaille en parallèle sur 2 langues, dont une langue qui est la langue parlée en famille, ça permet en fait d'anticiper les difficultés que les élèves vont rencontrer ou pas dans l'apprentissage du français. Puisque ça permet de comparer, par exemple, si, mettons qu'il n'y ait pas de genre, par exemple, de féminin et de masculin dans certaines langues, et ben en fait, l'enseignant connaissant cette spécificité de la langue qui est parlée par les enfants, elle va pouvoir en fait insister davantage sur tel ou tel aspect dans l'apprentissage du français, puisque ce sera plus ou moins évidemment intriguant pour des élèves qui découvrent ça. Donc, ces 4 chercheurs-là font des travaux sur le sujet que vous évoquiez. Bon, voilà, je ne fais que les rapporter, mais j'avais trouvé en tout cas que c'était très intéressant et je pense qu'ils auraient tout à fait leur place dans le cadre des travaux de votre commission. Voilà, sur la deuxième point autour des moyens supplémentaires. Donc, j'entends que vous aviez ce matin Anne Rubinstein, la déléguée interministérielle prévention et lutte contre la pauvreté. On a la grande chance que la DIPLP intègre notre groupement d'intérêt public ces temps-ci. Donc, c'est évidemment un sujet qui est tout à fait en lien avec celui de la question de la maîtrise du lire, écrire, compter. Vous posez la question des moyens supplémentaires. Eh bien, écoutez, il n'y a pas de ligne illettrisme, nulle part, dans aucune politique. Il y a la possibilité d'aller mobiliser des crédits au titre d'un certain nombre de lignes, et je ne dis pas qu'il n'y a aucun moyen, parce qu'on le voit sur la politique de la ville, on le voit justement sur les crédits des pactes locaux de solidarité et de la DIPLP qui soutient. On voit un certain nombre de crédits mobilisés par des DRETS, on voit des crédits mobilisés par les conseils régionaux, mais ne les oublions pas, il y a aussi un certain nombre de crédits de formation qui sont mobilisés par les OPCO et par les entreprises, parce que la question, on ne l'a pas abordée encore, mais la question de la responsabilité de l'écosystème professionnel est aussi très forte. En tout cas, il y a des gens qui mettent des moyens, mais il n'y a jamais de visibilité, de ligne illettrisme. Donc la question de la quantification est une question extrêmement complexe. Ce qui est sûr, c'est que les chargés de mission régionaux de l'agence, qui donc depuis 3 ans et demi maintenant sont sur les territoires et agissent pour monter des projets, eh bien, je dis souvent qu'ils tricotent, mais en fait, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on va être à la chasse de l'opportunité qui va permettre d'aller monter un projet, une expérimentation, et très souvent sans garantie de pérennité derrière. Ce qui pose d'autres difficultés, c'est qu'on est sur des publics où la question de la confiance dans le dispositif, de la confiance dans le professionnel est fondamentale. Et si en fait, on n'a pas le temps en fait d'installer les choses, c'est compliqué. On le voit très bien sur Familir, où c'est au cours de la 3e année, où à La Réunion comme à Mayotte, on a pu faire 2 groupes parce que le bouche à oreille avait fonctionné de façon très favorable. Et hop, là, on arrive à avoir des gens. La première année, c'est très difficile de faire venir les personnes sur un nouveau cursus. Donc, cette question de la pérennité et de la vision dans le temps, c'est une question qui nous pose souci parce que justement, on n'est pas sur des lignes spécifiques, on est sur des morceaux de lignes qu'on agrège les uns aux autres. Et parfois même, il est arrivé que sur des petits projets, l'agence mette elle-même un peu le pied dans la porte pour pouvoir forcer les choses. Donc, c'est un vrai sujet. Et aujourd'hui, encore une fois, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est la question de tout le monde.
Il y a des bonnes volontés, il y a de la mobilisation, mais peut-être manquons-nous un peu de vision, voilà, de vision en fait, sur ce qu'on attend sur les territoires et donc des moyens qui permettent d'aller enrichir cette vision. Sur la troisième question que vous posiez concernant les outils portés par l'agence, donc je vois l'heure, donc je ne vais pas vous les détailler tous. Sachez quand même que parmi les outils prioritaires portés, nous avons donc, alors Familir est un programme expérimental qui est financé par l'INGEP et qui va s'arrêter, que nous cherchons donc maintenant que toute l'expérimentation est arrivée quasiment à son terme. On sait ce qu'il faut faire, on sait combien ça coûte, on sait comment le faire marcher. Il va ensuite falloir trouver les porteurs pour qu'on puisse continuer, puisqu'on est sur des dispositifs qui produisent des effets, mais dont aujourd'hui on ne sait pas ce qu'on fera à partir de la rentrée prochaine, puisque nous n'avons pas personne ne se saisit du dispositif au-delà des financements INGEP. Ça, c'est première chose. D'autres outils proposés par l'agence, donc EVA, qui est le service public numérique de repérage des difficultés des adultes avec les compétences de base, qui est un jeu sérieux, qui marche très bien, qui est utilisé par le RSMA, qui est utilisé en mission locale, qui est utilisé par des organismes de formation, qui est utilisé chez France Travail. Donc ça, c'est un outil qui est maintenu et qui est développé par la NLCI sur la base d'une start-up d'État qu'on a récupérée en 2021. Duplex, qui est une démarche andragogique qui permet d'articuler le numérique et les compétences de base. Donc là, c'est une démarche pour les formateurs, pour le coup, pour les aider en fait à mieux accompagner les personnes. Et puis, donc, outil qui va être lancé en juin, qui s'appelle EVA Pro, et qui là est un outil à destination des entreprises et des organisations publiques, qui va permettre en fait d'enclencher une démarche d'action, j'allais dire d'introspection d'abord, et puis ensuite de mise en action de l'entreprise par rapport aux difficultés qui peuvent être rencontrées par son personnel. Donc, voilà, ça c'est quelques-uns des outils. On a la coopérative des solutions aussi. Donc là, c'est grâce à des fonds du FSE. On va pouvoir proposer à des acteurs locaux un accompagnement d'intelligence collective pour pouvoir élaborer une solution adaptée. Puisque comme l'indiquait Julie tout à l'heure, ce qui est très important, c'est d'avoir une diversité des solutions sur chaque territoire et surtout des solutions qui ont été construites avec les acteurs du territoire pour qu'on soit sûr qu'elles sont exactement adaptées. Il faut vraiment faire de l'artisanat dans la solution, même s'il faudrait faire de l'industrie dans les moyens qui y sont consacrés. Je vous remercie pour vos propos qui nous éclairent bien. Mais d'autres questions, Madame la rapporteure? Non, pas de questions. Écoutez, mesdames, messieurs, nous vous remercions. Je vous signale que vous pouvez toujours compléter vos propos d'ici le mois d'avril si vous avez d'autres informations à nous soumettre. Et on vous remercie pour ces exposés très clairs cet après-midi. Merci à vous. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci Cécile. Oui.